Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Pierre. On a parlé avec vous il y a une semaine pratiquement de cette situation dans l'Est. On avait certainement évoqué la plupart de ces pays qui avaient retiré leur appui au Rwanda, mais curieusement, c'est depuis 2-3 jours qu'un des ministres britanniques annonce justement l'allègement de cette dette. Consternation du côté de Kinshasa. Ça vous a surpris aussi? Mais non, pas du tout. En fait, hier j'étais là, hier matin j'étais là, et puis on a... À la matinale avec Floride. Voilà. Est-ce que faut-il en rire ou faut-il en pleurer? Voilà. D'abord les chiffres. Les chiffres, il s'agit de tous les pays qui ont suspendu leur aide au Rwanda. Il s'agit de moins de 300 000 $ américains. Alors, 200 000 $ pour les États-Unis, 215 millions, restez assis, de couronnes suédoises qui font à peine 26 millions d'euros, 5 millions d'euros pour les Pays-Bas, et donc au total c'est moins de 300 000 $. 300 millions de dollars. 300 000 $ américains, moins de 300 000 $ américains. Je parlais de 215 millions de couronnes suédoises, converties en euros, ça fait 26 millions. Mais qu'est-ce qui a fait que après le Rwanda, le président avait demandé que le peuple soit solidaire, puisque ça se sentait quand même sur leur vécu? Vous pensez? Moi, je ne le pense pas, parce que hier encore, je disais que je ne croyais pas un seul instant que tous ces pays allaient suspendre longtemps leur aide. Quel est le problème, M. Nkieri? C'est qu'il faut connaître dès aujourd'hui que la géopolitique ne voit plus les nations en termes de dimension. Ce n'est plus la RDC de 2345 000 km². Ce n'est pas le Rwanda de 26 338 km². C'est est-ce qu'on est espace géopolitique ou on est sujet géopolitique? C'est tout le problème. Aujourd'hui, la RDC fait, j'apprécie, un effort pour devenir sujet géopolitique. C'est quoi sujet géopolitique? Ça signifie que, quelque part en Malaisie, dans une bourgade de Malaisie, il y a une réunion, on regarde autour de la table, est-ce que la RDC est là? Elle est absente. Est-ce que vous allez lui poser la question si elle est d'accord de ce qu'on est en train de dire? C'est ça, être sujet de la géopolitique. Aujourd'hui, moi je le savais que le Royaume-Uni n'allait pas rester longtemps comme ça sans aider le Rwanda, parce que le Royaume-Uni a toujours été un allié important du Rwanda. Et lorsque l'on sait que le Royaume-Uni... Au point où on cite par exemple Tony Blair comme un des conseillers du président Kagame. Il l'est, on le cite pas, il a toujours été conseiller, depuis qu'il a arrêté d'être Premier ministre, il a toujours été conseiller du président Kagame. Et aujourd'hui, le gouvernement des conservateurs qui, malheureusement, continue à soutenir le Rwanda, c'est parce que, justement, il y a aujourd'hui des lobbies rwandais qui travaillent. Est-ce que nous, on peut se targuer d'avoir des lobbies à l'étranger qui travailleraient pour nous? C'est la question that's the question, comme on dirait les Britanniques. J'ai connu 2 ministres de la coopération, parce que celui qui a lu les communiqués, c'est Andrew Mitchell, qui est ministre de la coopération internationale du Royaume-Uni. J'en ai connu 2 pendant mon mandat. Ils étaient aussi, à un moment donné, assez sceptiques d'arrêter leur aide. Mais finalement, ils ont doublé, ils ont triplé, ils ont quadruplé l'aide qu'ils donnaient à la RDC. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, Andrew Mitchell, qui était au mois de juillet à Goma, rappelez-vous, il était à Kigali, et il est passé par Goma, où il a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il a eu cette émotion que nous avons vis-à-vis de nos frères? Non. Il faut donc arrêter, dès aujourd'hui, la diplomatie émotionnelle. Il faut l'arrêter. C'est l'intérêt qui prime pour certains. Absolument. Et rien n'éprouve, je vous jure, rien n'éprouve. Je le disais, j'ai failli le dire, le Royaume-Uni étant le cousin des États-Unis, il faut craindre que les États-Unis emboîtent le pas. Déjà que l'aide de 200 000 $, c'était, dans le temps, c'était juste une année. La suspension, c'était une année. Et c'était rien parce que c'était juste pour une école de formation des sous-officiers rwandais. Tandis que de l'autre côté, les États-Unis continuent à soutenir, à entraîner des troupes rwandaises. Donc, ce qui veut dire que malgré toutes les démarches, la RDC ne trouve pas des bons interlocuteurs en face de lui. Je l'ai dit hier matin, M. Kiri, je l'ai dit hier matin ici, on m'a posé la question de savoir si c'était assez ce qu'on faisait. J'ai dit non, ce n'est pas assez. Et le temps m'a donné raison. Je n'ai pas envie de tout dire ici sur le plateau de la télévision, mais j'ai envie plutôt de suggérer une chose. Il faut arrêter cette habitude que nous avons dans ce pays de jeter ceux qui ont travaillé. Regardez, la guerre de 1998, lorsqu'elle a éclaté, il y a des gens qui ont travaillé du côté du gouvernement. D'abord le premier, le chef de l'État, Joseph Kabila. Il a travaillé pour amener la paix, suivi des ministres des Affaires étrangères qui étaient là. Ils sont encore vivants. Je vais les citer. Jean-Charles Koto, qui est aujourd'hui ambassadeur du Congo en Ouganda. Il est vivant. Je vais citer Yann, vous le connaissez Yann? Yéro Dombassi. Il est vivant, il a travaillé. Léonard Chokitundu. On l'a vu aux Nations Unies à l'époque. Ben voilà, avec l'ensemble de gens qui ont travaillé ici. Ils sont vivants, ils savent comment on a travaillé. Mais de l'autre côté, les deuxièmes, j'ai envie de dire les deuxièmes, c'est que c'est des missions diplomatiques qui ont travaillé. Les Nations Unies,
Washington, Londres, Bruxelles, Paris, pour ne citer que des grandes capitales, il y a des gens qui sont encore vivants. Pourquoi ne pas créer une cellule? On a encore des cas de visite. Mais on dit qu'à l'époque, que par rapport à peut-être à cette fois-ci, que la voix de la République démocratique du Congo est beaucoup plus entendue cette fois-ci qu'à l'époque de 90. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais plus qu'à l'époque, ces grands pays ne s'étaient pas prononcés ouvertement. La diplomatie, c'est un art. La diplomatie, c'est un peu comme si on allait vers le champ. On sème aujourd'hui pour récolter beaucoup plus tard. Pourquoi il y a ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que justement, il y a eu un relâchement après 2003. Il y a eu un relâchement. Les gens ont travaillé jusqu'en 2003. On s'est battu avec la synergie du chef de l'État, avec la synergie des différents ministres des Affaires étrangères que je viens de citer. Ils ont travaillé avec nous qui étions à l'étranger, bien entendu, avec énormément de personnes qui ont travaillé dans l'ombre ici. On a formé des lobbies, on a formé ce qu'on appelait Network, où Paris, Bruxelles, Washington, New York et Londres ont travaillé en vase communicant. Qu'est-ce qu'on allait dire le lendemain? Et en ce moment-là, lorsqu'on travaille, il y a des gens qui aujourd'hui qui sont au gouvernement, qui étaient dans le RCD, qui ont même copié, hélas, l'arrogance rwandaise. C'est pas possible. Il faut arrêter cette diplomatie émotionnelle. Je l'ai dit hier matin, on est esclave de sa parole, on est maître de son silence. Il faut travailler. J'ai envie, moi, de suggérer que ces gens-là qui sont vivants aujourd'hui, qui ont travaillé pour amener la paix à l'époque, sous l'impulsion du chef de l'État, ils sont vivants. Pourquoi ne pas créer une cellule où ces gens pourraient être consultés et qui donneraient des cartes de visite? Je vais vous donner un exemple. Regardez, un jour on était au Parlement britannique. J'ai vu le ministre de l'époque des Affaires étrangères. Il a regardé la communauté congolaise qui était là. Il avait regardé les invités qui étaient là. Il a regardé 3 personnes qui étaient à ses côtés, c'était des jeunes. Il a dit, vous savez qui me donne des conseils, qui me donne des notes sur la RDC, le Rwanda et les Grands Lacs? Ce sont ces 3 personnes qui sont là. C'était des jeunes qui venaient ici, ils passaient quoi, 3-4 jours en Ituri, ils venaient à Kinshasa, ils rencontraient des officiers, ils retournaient en Angleterre, ils se disaient spécialistes de la RDC. Ils comprennent quelque chose, on nous dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on mette en place une synergie ensemble avec des gens qui ont travaillé. Je vous dis, lorsque nous on a travaillé, il y a des gens qui aujourd'hui qui se retrouvent au gouvernement, qui étaient dans le RCD, qui savaient ce qu'ils faisaient. Ils insultaient Joseph Kabila, ils insultaient le gouvernement, ils insultaient tout. Aujourd'hui, ils sont là, c'est vrai, mais ils savent comment ça se passe. Eux aussi, ils doivent venir dans cette cellule pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque avec le Rwanda. Alors, aujourd'hui, sur quel flanc la RDC doit-elle attaquer? Puisque vous avez démontré noir sur blanc que les interlocuteurs d'en face ne sont pas des bons interlocuteurs, ou peut-être la solution ne viendrait pas d'eux. Je le disais encore hier matin, c'est que nous devons travailler sur des aspects de profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut connaître les causes profondes de cette crise à répétition. Il faut commencer par les pays des Grands Lacs. À l'étranger, c'est un soutien qui viendrait, je dis bien qui viendrait, le conditionnel qui viendrait. Il faut travailler avec les pays des Grands Lacs, connaître les causes profondes. Ces causes peuvent-elles être des causes politiques, des causes culturelles, des causes économiques, des causes de tout genre? Il faut travailler là-dessus et savoir qu'est-ce que nous voulons, en mettant en place des stratégies immédiates, des stratégies à court terme, des stratégies à moyen et à long terme, pour que ces velléités, pour que cette convoitise de tout genre ne vienne plus embêter nos frères de l'Est ou d'ailleurs. C'est sur ça qu'il faut travailler. Alors, et j'imagine que je suis convaincu que le Congo regorge énormément de personnes intelligentes qui peuvent travailler là-dessus. Alors, vous parlez des pays des Grands Lacs, la CIRGL. Pour certains aussi, ce n'est pas ce qui se passe à Kampala. Pour certains, on ne donne pas beaucoup de chance, puisque ça se passe sous les auspices de Museveni, qui a participé, il faut le rappeler aussi, dans les années 90, à cette guerre. Peut-être qu'il ne serait pas le bon interlocuteur. J'aime beaucoup donner des exemples. Ce n'est pas le secret d'État que je donne ici. On était une fois au Conseil de sécurité avec le chef d'État, Joseph Kabila. On n'était pas très nombreux, on était à peine 6 ou 7. Je vais citer Léonard Ocheokitundu, les directeurs de cabinet du chef de l'État à l'époque, c'était Bochab, Didier Etumba, l'actuel chef d'état-major des Forces armées, Vital Kamere, et Barnabé Kikaya, qui était secrétaire particulier du chef de l'État. On était au Conseil de sécurité où on a vu le chef de l'État rwandais en face du chef de l'État, Joseph Kabila. Il a basculé immédiatement, il a donné un cocktail de bonnes intentions. À la fin de son discours, lorsque le chef de l'État rwandais il est venu nous saluer, mon Dieu, j'en ai encore le frisson. Lorsqu'il est parti, le chef de l'État Kabila nous a posé la question, est-ce que vous croyez en ce monsieur? Moi, depuis ce jour-là, j'avais des doutes. Et donc, je ne pense pas qu'on peut très rapidement travailler avec Paul Kagame et réussir ce que nous voulons. Nous avons construit relativement bien nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Voici ce qu'ils sont en train de nous faire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler avec l'ensemble. Puisqu'il faut le rappeler, les relations avaient repris, il y avait échange d'ambassadeurs. Ah oui, avec des efforts qu'on a déployés énormément.
Alors, vous soutenez donc cette thèse, puisqu'il y a une fois, j'ai reçu sur ce plateau le professeur Billea, qui a participé à l'époque à plusieurs négociations, qui disait qu'au fait, il ne voyait pas de sincérité dans ces pays-là. Ça veut dire, comment dirais-je, les termes, qu'ils ne savent pas négocier ou faire des concessions, ou ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font après. Voilà, le professeur Billea, que je connais bien, avec lui, déjà dès le 10 août 1998, j'ai pris l'avion avec lui nuitamment pour faire le tour du monde et ramener la paix au Congo, avec d'autres bien sûr. Il n'a pas tort. C'est que, avec vous, je le disais, le Rwanda, il a beaucoup de pièges. Je suis en train d'entendre au sein de l'opinion ici que le Rwanda est en train de distraire, il est en train de monter la population contre le gouvernement. Mais qu'est-ce que nous, on attend pour monter la population rwandaise contre le gouvernement rwandais? Qu'est-ce qu'on attend donc? On n'en a pas les moyens, on en a suffisamment. Peut-être que ce n'est pas ce que nous voulons, nous, c'est la paix, point barre, on revient à la ligne. Il a très bien gardé quand même son pouvoir, tel que les élections s'organisent là-bas. Il y a un plébiscite, il n'y a pas d'opposants, mais c'est difficile qu'en ce moment qu'il puisse avoir une population contre lui. Et peut-être que si c'était les FDLR qui se préparaient sur le sol congolais pour retourner là-bas, c'est peut-être aussi la crainte. Mais c'est ça le côté pile de la géopolitique, justement, de la puissance de la géopolitique. Est-ce que la personne Kagame est-elle bien introduite auprès des puissances étrangères? Est-elle bien aimée auprès des puissances étrangères? Ou c'est le Rwanda? Vous savez pourquoi le Royaume-Uni a soudain, comme ça, donné de l'argent au Rwanda? Je vous le dis, parce qu'ils disent dans les communiqués, ils pensent que le Rwanda a fourni un effort. En combien de temps le Rwanda a fourni un effort alors que Andrew Mitchell, il était à Kigali, il était à Goma? C'est pas le retrait de quelques hommes? Mais ils disent oui, il y a quand même des éléments favorables qui font croire que le Rwanda est en train de fournir un effort. Ce n'est pas un effort que le Rwanda est en train de fournir, c'est la poudre aux yeux. Ils disent que oui, le Rwanda il est en train, en tout cas, de faire un effort pour éradiquer la pauvreté et assainir la gestion financière. Mais en combien de temps l'ont-ils fait? Regardez, déjà que dans un communiqué des Britanniques, on peut entrevoir une certaine naïveté, vous voyez, une certaine naïveté positive ou négative, laissons l'opinion décider. Mais je pense qu'il sera très difficile si on ne change pas de stratégie et de communication et de stratégie diplomatique. Il sera très difficile de faire comprendre aux Nations Unies, donc à la communauté internationale, qu'on est de plus en plus agressé parce que le Rwanda va continuer à le faire. Si on ne change pas de politique, de stratégie de diplomatie, on aura du mal, on passera beaucoup de temps à convaincre la communauté internationale. Et à prendre des avions. Et à faire partie le Rwanda de notre pays, sinon il y sera pour longtemps encore, je vous jure. Alors, on ne peut pas se quitter sans parler de Mobutu, par exemple. Il vous rappelle beaucoup de choses, nostalgique quand même? Ah oui, je me souviens que c'est la date anniversaire de sa mort, en fait. Ouais. Il est mort à Rabat, au Maroc. Voilà, au Maroc. Et voilà, paix à son âme. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup Henri Souana, ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni. On a parlé avec vous justement de ce que vient de déplorer Kinshasa, la Grande-Bretagne qui a décidé de renouer avec le Rwanda et surtout de reprendre son aide à ce pays. On va prendre dans un instant un deuxième invité. Lui, c'est un journaliste. On va parler de Kampala 2, la force neutre. Les enjeux justement de Kampala 2, ça sera avec Placide Kanza. C'est le deuxième invité.